Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre en direct le vote définitif des sénateurs sur le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Hier, l'Assemblée nationale a largement adopté le texte. Ce matin, c'est donc au tour des sénateurs de se prononcer. Le texte a fait l'objet d'un accord lundi en commission mixte paritaire entre sénateurs et députés. Il n'y a donc guère de surprise à attendre du vote. Et tout de suite, on va donc prendre la direction de la séance. C'est Gérard Cornu, le rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire, qui s'exprime. Et on se retrouve juste après. La CMP sur le nouveau pacte ferroviaire est parvenue à un accord à une très large majorité, 12 membres sur 14. Cela témoigne tout d'abord d'une volonté forte, partagée au Sénat comme à l'Assemblée nationale, de faire aboutir cette réforme du système ferroviaire français qui est indispensable et très attendue. Ce texte comporte plusieurs avancées que nous soutenons. Il pose les conditions de l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs. Il met fin au recrutement des cheminots au statut à compter du 1er janvier 2020. Et il transforme les établissements publics qui composent le groupe public ferroviaire en sociétés anonymes. Cet accord témoigne aussi d'un échange fructueux entre le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Je rappelle que le projet de loi initial comportait 8 articles, essentiellement des articles d'habilitation à procéder par ordonnance. Il en comporte désormais 35 et les principales habilitations ont été remplacées au cours de la navette par des dispositions législatives modifiant directement le droit en vigueur. Au Sénat, nous avions adopté dès le départ une attitude constructive sur ce texte. Je voudrais d'ailleurs saluer la qualité du dialogue que nous avons pu avoir avec vous, Madame la Ministre, pour préciser les dispositions introduites à l'Assemblée nationale et le compléter, en particulier sur le volet social. J'y reviendrai tout à l'heure. Cette façon de travailler nous a permis de nous concentrer en commission mixte paritaire sur les quelques points de divergence entre nos deux assemblées. Je voudrais à cet égard remercier le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jean-Baptiste Djebbari, avec qui nous avons beaucoup échangé pour préparer cette CMP. Je me réjouis d'autant plus de cette large majorité que le texte issu de la CMP préserve, et je dois vraiment vous le dire, l'essentiel des apports du Sénat. Pour mémoire, nous avions enrichi ce texte avec 4 objectifs. Premièrement, préserver les dessertes TGV utiles à l'aménagement du territoire. Deuxièmement, renforcer les garanties offertes aux salariés. Troisièmement, poser les conditions d'une ouverture réussie à la concurrence. Et enfin, maintenir un haut niveau de sécurité et de sûreté au sein du système ferroviaire. En matière d'aménagement du territoire, le texte issu de la CMP conserve l'obligation faite à l'État de conclure des contrats de service public pour préserver la desserte TGV des villes moyennes sans correspondance. Sur le volet social, la CMP a maintenu le cadre relatif au transfert des salariés vers de nouveaux opérateurs auxquels le Sénat avait apporté des compléments significatifs. Je le rappelle, le dispositif que nous avons adopté favorise le recours le plus large possible au volontariat des salariés pour rejoindre les nouveaux opérateurs et garantit aux salariés transférés le maintien de droits sociaux substantiels. En ce qui concerne l'effectivité de l'ouverture à la concurrence, le texte de la CMP conserve des apports majeurs du Sénat. Par exemple, le rattachement de Gares & Connexions sous la forme d'une filiale de SNCF Réseau disposant d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière et qui contractualisera directement avec l'État sur des objectifs propres aux gares. L'extension du champ des informations qui devront être transmises par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructures et des gares aux autorités organisatrices de transport
sur le modèle de ce que prévoyait finalement la proposition de loi du président Maurey et de notre ancien collègue Louis Nègre. Le transfert des matériels roulants et des ateliers de maintenance aux autorités organisatrices à leur demande. Et puis, l'encadrement de 2 dérogations trop générales à l'obligation de mise en concurrence des services conventionnés. Seuls 3 sujets ont fait l'objet d'une évolution notable au cours de la commission mixte paritaire. Donc, s'agissant du transfert des salariés, le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale prévoyait initialement que le nombre de salariés à transférer soit arrêté par l'opérateur sortant. Or, il nous semblait important que les régions puissent avoir leur mot à dire et demander à ce que le nombre soit corrigé si elles estiment qu'il ne correspond pas aux besoins d'exploitation du service ferroviaire. La CMP est parvenue à une solution de compromis. Le périmètre du transfert sera arrêté d'un commun accord entre les régions et l'opérateur sortant, et en cas de désaccord, l'ARAFER pourra être saisie par l'une ou l'autre des parties. Le deuxième sujet concerne l'indépendance de SNCF Réseau. Pour que l'ouverture à la concurrence soit réussie, il est nécessaire de garantir l'indépendance de SNCF Réseau afin que l'ensemble des opérateurs aient un accès équitable aux infrastructures ferroviaires. Pour ce faire, le Sénat a renforcé le régime d'incompatibilité des fonctions du conseil d'administration et de surveillance ou de dirigeants de SNCF Réseau avec l'exercice de telles fonctions au sein d'une entreprise ferroviaire. Étant donné que SNCF Réseau restera intégré avec SNCF Mobilité au sein d'un même groupe, il nous est apparu nécessaire que l'indépendance de SNCF Réseau soit également assurée vis-à-vis de la holding SNCF. Il serait en effet inconcevable que le président de SNCF Réseau puisse continuer à exercer des missions dirigeantes au sein de la holding. En CMP, nous avons préservé cette indépendance du président et des membres du conseil d'administration de SNCF Réseau vis-à-vis de la holding. Toutefois, étant donné que cette holding exercera pour le compte de SNCF Réseau certaines missions transversales, nous avons permis que certains dirigeants de SNCF, par exemple son directeur financier, puissent siéger au conseil d'administration de SNCF Réseau. Enfin, la CMP est parvenue à un équilibre sur la question de la tarification du réseau. Elle a supprimé l'avis conforme de l'ARAFER sur le volet tarification du contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau que le Sénat avait introduit. Mais elle a préservé un mécanisme incitatif pour éviter le blocage de la tarification du réseau en cas d'absence de validation de la tarification annuelle par l'ARAFER en temps utile. SNCF Réseau devra tout d'abord présenter un nouveau projet de tarification dans un délai de 3 mois pour que le régulateur puisse à nouveau se prononcer avant le début de l'horaire de service. Si le désaccord persiste, le texte issu du Sénat avait prévu la reconduction de la tarification antérieure sans indexation de l'inflation. Pour éviter de mettre trop en difficulté SNCF Réseau, nous avons finalement accepté la reconduction de la tarification indexée sur l'inflation, mais pendant 1 année seulement. Si le désaccord devait persister pendant plusieurs années, ce que, bien sûr, nous ne souhaitons pas, la tarification serait gelée et ne pourrait plus être indexée les années suivantes. Cela incite donc, vous l'avez bien compris, SNCF Réseau à fournir tous les efforts requis pour présenter une tarification conforme au droit européen et par conséquent acceptable par l'ARAFER. Vous le voyez, mes chers collègues, l'essentiel des apports du Sénat sur ce texte a été conservé en CMP en vue de permettre une ouverture à la concurrence ambitieuse qui respecte
les droits des salariés et qui conserve la desserte de nos territoires. Nous pouvons nous réjouir que la voix du Sénat ait été entendue sur ce texte et qu'elle ait permis d'enrichir cette réforme sur des points substantiels. Je forme le vœu, Madame la Ministre, que cette démarche d'ouverture du gouvernement vis-à-vis de notre Haute Assemblée se poursuive à l'avenir. Et pour conclure, je voudrais encore une fois m'adresser solennellement aux grévistes. Désormais, la loi est votée. La grève, elle ne sert plus à rien. La continuer, c'est affaiblir la grève, c'est la banaliser. Et puis, pour ceux qui pensent que la grève a été utile, je leur dirais que ce n'est pas aux grévistes, ce n'est pas aux syndicats de faire la loi, c'est au Parlement. Mais le Parlement a beaucoup écouté les syndicats qui voulaient se reformer le texte. Eh bien, je pense que maintenant, la loi est votée, il faut cesser cette grève. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, au terme de ce processus parlementaire, je ne citerai ni Victor Hugo, ni Jules Renard, ni Maurice Thorez, Monsieur le rapporteur, mais Portalis, qui veille sur la qualité des travaux de votre Haute Assemblée. Il ne faut point de lois inutiles, elles affaibliraient les lois nécessaires. Nous avons, Mesdames et Messieurs les sénateurs, écrit une loi nécessaire. Nécessaire pour nos concitoyens qui attendent un meilleur service public ferroviaire au meilleur coût. Nécessaire pour donner aux régions les leviers qu'elles attendent pour mettre pleinement le train au service des territoires. Nécessaire pour conforter le statut public de la SNCF tout en lui donnant la souplesse d'une véritable entreprise responsable de son destin. Nécessaire, enfin, pour garantir aux cheminots que l'ouverture à la concurrence s'accompagnera d'un cadre social protecteur. Depuis l'annonce du nouveau pacte ferroviaire le 26 février dernier, j'ai mené cette réforme, tenu le cap avec détermination, dans un esprit de dialogue, fidèle à la méthode que le Premier ministre avait annoncée. La loi que vous vous apprêtez à voter repose sur des principes structurants. Le premier, c'est l'ouverture à la concurrence. Cette concurrence, vous l'appeliez de vos vœux, conscient comme moi qu'elle n'est pas une menace pour la SNCF. Comme vous, j'ai confiance dans la SNCF, que je sais forte de ses 80 ans d'histoire et capable des plus grandes prouesses. J'ai confiance dans les cheminots, ces 150 000 femmes et hommes dont je connais l'engagement au quotidien. Cette concurrence, vous l'avez votée progressive dans son calendrier et protectrice, à la fois pour les salariés en cas de changement d'opérateur, pour les territoires en maintenant une desserte fine, pour les usagers en restant intransigeants sur les impératifs de sécurité. Cette concurrence, elle n'a qu'un but, donner à nos concitoyens accès à plus de trains et à des trains moins chers. Le second principe de cette réforme, c'est la transformation de la SNCF en société nationale à capitaux publics pour en faire un groupe industriel performant et champion sur ce marché. Détenue à 100% par l'État, avec des capitaux incessibles, la SNCF est publique et restera publique. Il n'est pas responsable d'agiter des peurs quand, sur tous les bancs de votre Haute Assemblée et de l'Assemblée nationale, ce principe est unanimement partagé. C'est la plus sûre des garanties. Cette réforme permet également de refonder le pacte social des cheminots pour l'adapter dans une logique d'équité à un monde ouvert à la concurrence. En un mot, cette réforme pose les bases d'un système ferroviaire que nous souhaitons résolument tourner vers l'avenir et incarnant pleinement une valeur fondamentale du service public qu'est l'adaptabilité aux besoins des territoires et des citoyens.
Certains voudraient agiter des épouvantails, entretenir la confusion pour mener des combats qui ne servent ni les cheminots, ni le service public ferroviaire. Je le redis, le contrat moral passé entre la SNCF et les cheminots sera respecté et des garanties de haut niveau sont apportées aux cheminots en cas de transfert. Enfin, le gouvernement, prenant pleinement ses responsabilités, a présenté les leviers pour redresser le modèle économique de la SNCF et lui donner tous les atouts pour s'engager résolument dans l'avenir. Nous avons, dans cette réforme, été fidèles à ces principes et conformes à la méthode que nous avions annoncée pour répondre à l'urgence de la situation. En effet, le gouvernement a présenté un projet de loi d'habilitation à légiférer par ordonnance. Dès l'examen du texte à l'Assemblée nationale, les principales modalités de la réforme ont pu être inscrites dans le texte. Vous les avez complétées et précisées dans un travail inédit de coconstruction. Cette méthode, vous le savez, a permis de prendre pleinement en compte le fruit d'un dialogue structuré et permanent avec les organisations syndicales et les collectivités. Cette méthode a fait ses preuves et vous en avez été des acteurs essentiels en construisant dans cet hémicycle, au terme d'un riche débat, une majorité de projets. Vous l'avez fait en intégrant dans le texte, sans remettre en cause les principes de la réforme, les propositions issues de la concertation. Sans renier leur opposition aux fondamentaux de cette réforme, certains syndicats ont ainsi permis d'apporter aux cheminots des garanties concrètes. Sans eux, ce texte n'aurait pas été le même. Vous avez également enrichi le texte en y imprimant votre attachement singulier à l'aménagement du territoire, à la qualité de sa desserte. Attachement que je partage. Mesdames et Messieurs les sénateurs, le 5 juin dernier, vous avez refusé l'immobilisme dans lequel certains voudraient enfermer le service public ferroviaire et voter un texte majeur. Cette réforme traduit un engagement sans précédent du gouvernement en faveur du transport ferroviaire, engagement déterminé en refusant la facilité d'une réforme à minima, engagement inédit en reprenant d'ici la fin du quinquennat 35 milliards d'euros de dette de la SNCF, engagement sans précédent en portant de 3,6 à 3,8 milliards d'euros l'investissement annuel dans le réseau ferré national. Cet engagement ne s'arrêtera pas après le vote de ce matin. Il reste, vous le savez, au sein de la branche, un travail important à mener par les partenaires sociaux, auquel il revient de dessiner le cadre social commun et protecteur. Comme vous, j'en appelle à la responsabilité. La tâche est importante, le calendrier est ambitieux mais réaliste. Je veux croire que les organisations syndicales et patronales seront à la hauteur des attentes des salariés du secteur. Je l'ai indiqué, il n'appartient pas à l'État de se substituer aux partenaires sociaux. Pour autant, je serai particulièrement vigilante au bon déroulement de la négociation que je relancerai demain après-midi en réunissant organisations syndicales et patronales au ministère des Transports. Par ailleurs, comme je m'y suis engagée, Monsieur le rapporteur, vous serez étroitement associé au travail de rédaction des ordonnances techniques pour lequel votre Haute Assemblée va habiliter le Gouvernement. Enfin, je veillerai à ce que le rapport attendu sur les petites lignes ne vienne pas nourrir la longue liste des rapports non remis. Je m'y engage personnellement, car il sera un outil important pour le Gouvernement, pour le Parlement et pour les régions. Au terme de ce débat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, permettez-moi devant vous de saluer avec une particulière attention votre rapporteur Gérard Cornu et le président de votre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Hervé Maurey. Nous avons travaillé dans un climat de confiance constructif. Cette confiance s'est traduite dans la qualité de nos débats, riches, passionnés, mais respectueux. Ce climat a également prévalu, je le sais, dans vos échanges avec vos collègues députés issus de la majorité gouvernementale
lors de la commission mixte paritaire et je m'en félicite. Enfin, je veux à nouveau saluer devant vous l'attention particulière portée par le président Larcher à cette œuvre commune. Mesdames et Messieurs les sénateurs, le texte qui vous est proposé est le résultat d'une ambition claire du gouvernement, déterminée sur les principes, d'une volonté partagée de donner toute leur place aux propositions des partenaires sociaux ouverts au dialogue, d'un enrichissement apporté à chacune des étapes du débat parlementaire dans un dialogue permanent et exigeant entre le gouvernement et le Parlement. Ce texte que vous vous apprêtez à voter est le premier volet d'un projet qui, vous le savez, me tient à cœur, la loi d'orientation des mobilités. Je sais que ce projet de loi est attendu. Il répondra à l'engagement du Président de la République en faveur d'une société de la mobilité. Je le présenterai cet été. Il contribuera, lui aussi, à répondre à la triple exigence que vous partagez, une exigence de justice pour nos territoires et nos concitoyens les plus fragiles, une exigence d'efficacité avec la loi de programmation qui traduira la priorité que je porte, celle d'améliorer la mobilité du quotidien, une exigence environnementale enfin, pour tenir nos engagements, je pense aux accords de Paris, mais aussi à la santé et au bien-être de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Frédéric Marchand pour La République en marche. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, il est des moments qui comptent dans une vie de parlementaire, certains plus que d'autres, et l'élu que je suis, qui n'en est pas encore à une année pleine de mandat, mesure toute l'importance de cet instant. Car tout n'a pas été un long fleuve tranquille depuis le 26 février dernier, date à laquelle, Madame la Ministre, vous donniez avec le Premier ministre le coup d'envoi de la réforme ferroviaire. Pour la première fois depuis bien des années, un gouvernement, celui que j'ai l'honneur de soutenir, décidait de mettre fin aux atermoiements, aux renoncements et de s'attaquer de plein fouet à la réforme d'un système ferroviaire en bout de course. Car oui, ce que vos prédécesseurs n'ont pas voulu faire, Madame la Ministre, vous avez eu l'audace et le courage de le faire pour garantir un avenir au service public ferroviaire français face à l'ouverture à la concurrence. De l'audace, il fallait en avoir pour s'attaquer à un sommet aussi ardu que celui de notre système ferroviaire. Du courage, il en fallait aussi pour bousculer ces habitudes et ces corporatismes qui caractérisent souvent par trop notre système français. Je parlais d'audace, je parlais de courage, je rajouterai la volonté farouche et permanente de trouver la solution législative la plus efficiente et la plus pertinente pour notre modèle français. Cette solution, elle a été trouvée dans le cadre de ce travail de co-construction entre le gouvernement et nos deux assemblées, notamment avec le Sénat, qui a joué un rôle essentiel. Et c'est l'occasion pour moi aussi de saluer une nouvelle fois le travail d'orfèvre réalisé par notre rapporteur Gérard Cornu, le tout sous la houlette bienveillante du président Hervé Maurey. Notre réunion de commission mixte paritaire a permis de mesurer tout l'apport du travail sénatorial en s'accordant sur un texte parfaitement équilibré qui fait la part belle à l'efficacité, à la modernité et à la justice sociale. Justice sociale, oui, car notre Assemblée a fait la démonstration que pensée sociale n'est pas que le drapeau de quelques-uns qui en font l'alpha et l'oméga d'un logiciel politique qu'ils peinent d'ailleurs à réinventer. Nous avons montré notre attachement au monde cheminot au travers de dispositions fortes mettant en place des garanties sociales de haut niveau pour les cheminots qui seraient concernés par un transfert vers un nouvel opérateur. Nous avons noué avec les organisations syndicales réformistes un dialogue fécond qui a permis d'améliorer considérablement le texte dans un travail de co-construction de tous les instants. La transformation de la SNCF en groupe unifié dont les capitaux sont intégralement détenus par l'État et incessibles garantit un service public ferroviaire moderne et plus performant et permet de mettre un terme à toutes les polémiques. L'unité sociale du groupe unifié est affirmée, répondant ainsi aux attentes des organisations syndicales, et chacun se félicitera que c'est au Sénat que cela a été précisé. Non, l'ouverture à la concurrence, ça n'est pas une fatalité pour notre service public ferroviaire. C'est au contraire une chance pour lui de se réinventer. Nos territoires et les usagers sont en demande forte.
Les dispositions prises dans le texte permettent une ouverture à la concurrence protectrice pour la desserte des territoires et garantissent la défense des intérêts des usagers, avec notamment l'institution des comités de suivi des dessertes auprès des autorités organisatrices de transport. L'efficacité, c'est aussi le renforcement de la règle d'or suite à l'annonce de la reprise progressive de la dette. Accompagnée d'un engagement fort de l'État dans le domaine de l'investissement, elle doit contribuer à sécuriser la trajectoire financière de la SNCF et chacun sur ces bancs ne pourra que s'en féliciter. Et n'en déplaise à certains, le gouvernement a pris toutes ses responsabilités en matière financière pour permettre à notre respectable et respectée octogénaire qu'est la SNCF d'appréhender l'avenir. Tous les ingrédients sont désormais réunis pour permettre une ouverture à la concurrence qui sera profitable à toutes et tous et à notre société nationale d'écrire une nouvelle page de son histoire, de notre histoire. Cette réforme, mes chers collègues, c'est d'abord et avant tout celle des mobilités ferroviaires du quotidien. Et elle s'inscrit, Madame la Ministre, vous l'avez dit, comme une formidable clé d'entrée pour la future loi d'orientation des mobilités que nous attendons toutes et tous sur ces bancs avec envie et gourmandise. C'est d'ailleurs ici l'occasion de tordre le cou à ce vilain canard qui voudrait que le timing de la réforme ferroviaire soit mauvais. Nos échanges, nos débats ont fait la démonstration inverse et ont permis de pointer nombre de sujets que nous aurons à reprendre dans la LOM pour transformer l'essai. Il en est ainsi du devenir des gares dans le domaine des intermodalités et un futur qui se doit d'être radieux. La gestion plus efficace des gares, avec la mise en place d'une filiale de SNCF Réseau, doit permettre de conforter le rôle de ces places fortes de notre système ferroviaire et en faire des lieux de vie incontournables dans notre paysage quotidien. La gare est un élément essentiel de l'aménagement du territoire et la co-construction de son avenir avec celles et ceux qui vivent autour d'elle est un élément primordial de la réussite des mobilités de demain. Peut-être le bonheur n'est-il que dans les gares, comme le disait Georges Perec. Voilà en tout cas un sujet sur lequel nous avons moult propositions à formuler. Nous aurons aussi à reprendre le sujet de la distribution des titres de transport et à nous pencher aussi sur celui de la digitalisation en s'inspirant sans doute d'exemples européens. Cette réforme ferroviaire, elle est l'acte 1 du grand chantier des mobilités et nous en avons fait un atout pour les débats à venir. Ce nouveau pacte ferroviaire que nous allons adopter apporte, je le disais, des garanties fortes aux cheminots, dont on peut bien évidemment comprendre et partager les interrogations toutes légitimes. Le gouvernement a donné par votre intermédiaire, Madame la Ministre, des garanties complémentaires quant aux négociations entamées dans le cadre de l'élaboration de la convention collective de la branche ferroviaire et quant au rôle que l'État entend tenir dans le cadre de ces négociations. Le moment est donc venu, comme le disait Gérard Cornu, de mettre un terme à une situation qui paralyse lourdement l'économie du pays et handicape considérablement celles et ceux de nos concitoyens pour qui le système ferroviaire est le seul moyen de se rendre sur leur lieu de travail. Le droit de grève est sans doute un droit constitutionnel, mais en espèce, nul besoin de pousser le mouvement plus avant. Force étant désormais à la loi, sauf à imaginer de la part de certains des intentions qui n'ont que peu à voir avec notre réforme ferroviaire. Loin de moi l'idée de faire tel ou tel procès d'intention, mais cette situation n'a que trop duré, car elle fragilise davantage encore notre société nationale et celles et ceux qui en sont les acteurs, les cheminots. Nous devrions au contraire nous satisfaire que la représentation nationale ait pleinement joué son rôle pour mettre au point un texte qui grave dans le marbre notre attachement indéfectible au service public ferroviaire. Bien évidemment, le groupe La République En Marche votera ce texte. Merci. Merci, chers collègues. La parole est maintenant Madame Éliane Assassi pour le groupe CRCE. Ah bah oui, un peu d'ambiance. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, en préambule, je voudrais dire quelques mots sur le déroulé du vote solennel la semaine dernière. Nous avons trouvé particulièrement honteux les propos d'un sénateur qui a vomi dans l'hémicycle 4 minutes 30 sur les 7 qui lui sont attribués, sa haine des cheminots, des syndicalistes et des communistes. Si nous pouvons avoir des divergences d'opinion, nous devons respecter le cadre démocratique de nos débats et accepter la confrontation d'idées sans que cela ne se transforme en insultes. Ces paroles et ces actes n'honorent pas ceux qui s'y prêtent dans cette enceinte républicaine. Ces choses étant dites, revenons à ce qui nous occupe ce matin, la clôture des débats parlementaires sur le projet de loi portant nouveau pacte ferroviaire. Une clôture toute provisoire parce qu'il nous faudra ratifier l'ensemble des nombreuses ordonnances prévues par le présent texte lors de la prochaine session parlementaire. À cette occasion, je vous le dis, vous trouvez encore avec notre groupe des opposants déterminés à tout recul du service public et des garanties collectives. Notre boussole ne varie pas
Et cette boussole, c'est l'intérêt général et le respect des droits de nos concitoyens. Si le parcours parlementaire s'achève, c'est que la commission mixte paritaire s'est mise d'accord sur un texte de compromis. Cela n'est pas une surprise puisque nous avons constaté durant toute la durée des débats une volonté partagée par la majorité présidentielle et la majorité sénatoriale d'en finir avec l'histoire publique du rail dans notre pays en changeant le statut de l'opérateur national, la SNCF, et en libéralisant la quasi-totalité des transports de voyageurs. Nous le regrettons pour les territoires et pour les usagers du rail. Car loin des discours, la libéralisation s'accompagne toujours d'une dégradation du service, de l'abandon des activités non rentables, d'un changement de logique. Si nous prenons un seul exemple, celui du gaz, il est particulièrement éclairant, si je puis dire. Par lois successives, ce service public a été livré au privé. Aujourd'hui, chez Engie, société anonyme à l'origine de capitaux totalement publics, le taux de redistribution aux actionnaires se situe à un niveau extraordinaire à hauteur de 333% pour les années 2009 à 2016. Ça fait beaucoup de pognon, comme dirait l'autre, alors que dans le même temps, le taux de participation des salariés était de 1%. Quant aux tarifs, ils ont augmenté de 80% pour les usagers. Nous ne voulons pas de cette voie pour la SNCF qui doit rester la cheville ouvrière du droit à la mobilité pour tous. Que dire de plus sur cette réforme, Madame la Ministre? Peu de choses. Le gouvernement a misé sur une division syndicale suite à l'examen au Sénat. Il n'en est rien. Les cheminots restent avec lucidité et dans l'unité de leur force syndicale, extrêmement mobilisés pour ne pas accepter ce nouveau pacte ferroviaire. Cela démontre que les pseudo-garanties apportées, notamment dans les cas de transfert, n'auront pas suffi à rassurer les agents du service public. Les amendements très sociaux, comme les qualifiait le rapporteur, n'auront pas pu cacher le sombre dessein de ce projet de loi, la fin programmée du statut et le renvoi à une nouvelle convention collective dont il n'est absolument pas évident qu'elle soit aussi favorable aux salariés. Un mépris donc inacceptable sur les conditions sociales pour les acteurs du quotidien du service public ferroviaire. Mépris que nous avons quand même senti durant tous les débats, comme si l'enjeu de ce texte, c'était d'avoir la peau du statut de cheminot, ouvrant la voie à des régressions toujours plus fortes pour les salariés. Alors nous prenons acte aujourd'hui de ces conclusions et nous continuons de demander le retrait de ce projet de loi qui ne répond pas aux enjeux d'un service public ferroviaire moderne et efficace. Nous aurons l'occasion... Vous savez, la résistance, on connaît quand même chez les communistes. Nous aurons l'occasion, lors de la loi sur les mobilités intérieures, de revenir sur notre vision d'une mobilité du XXIe siècle. Car pour nous, l'avenir du rail, c'est bien le service public et la maîtrise publique, et les chantiers sont nombreux. Il y a notamment, à l'inverse du passage en société anonyme, les enjeux de démocratisation de l'entreprise publique pour mieux entendre les besoins des territoires et des usagers. L'avenir, c'est la relance du fret ferroviaire comme outil de transition écologique, c'est le rééquilibrage modal par des outils fiscaux et sociaux pour en finir avec l'avantage concurrentiel de la route, c'est la fin des bus macro. En contradiction avec les engagements européens et internationaux, la France n'a pas respecté la trajectoire de ses émissions de gaz à effet de serre, notamment en ce qui concerne les transports, c'est incompréhensible. L'avenir, ce sont des trains plus nombreux, notamment des trains d'équilibre du territoire pour lutter contre l'enclavement et la désertification rurale. L'avenir, ce sont des trains plus sûrs et plus ponctuels, parce que, mes chers collègues, il ne faut pas imaginer une seule seconde que cette réforme va changer quelque chose à la galère quotidienne des usagers. Moderniser le service, c'est moderniser le réseau et les installations, aujourd'hui vétustes et obsolètes, comme en témoignent les accidents, les chutes de caténaires, les pannes, comme celle d'hier encore à Saint-Lazare. Pour cela, la concurrence ne changera rien. Ce qu'il faut, ce sont donc des financements. Dans ce cadre, les sommes annoncées par le gouvernement ne sont que de simples promesses, et notamment en ce qui concerne l'avenir des lignes de vie dans le cadre des contrats de plan. Nous vous proposions, Madame la Ministre, d'autres outils, l'instauration d'une taxe poids lourd pour faire financer par les usagers de la route les infrastructures. Nous proposions aussi l'instauration d'un versement transport régional, la baisse du taux de TVA sur les services de transport, la renationalisation des autoroutes qui privent chaque année l'État de près de 2 milliards de ressources qui vont dans la poche des actionnaires. Vous n'avez pas voulu vous saisir de ces outils, préférant renvoyer ces questions à plus tard. Alors,
nous prenons date et nous reformulerons toutes ces propositions d'avenir dans le cadre du projet de loi mobilité. Pour aujourd'hui, dans la continuité de l'ensemble de nos interventions, nous voterons contre ces conclusions de la CMP, contre ce pacte ferroviaire, agité comme un trophée par tous les tenants de l'ultralibéralisme qui veulent danser sur la dépouille de la SNCF. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Nadia Sollogoub pour le groupe UC. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je tiens en préambule à féliciter les rapporteurs qui ont fait un remarquable travail sur ce texte, de même que nos précieux collaborateurs, les élus qui ont participé à la commission mixte paritaire et d'une façon générale tous les acteurs qui ont contribué à l'aboutissement de ce dossier réellement difficile. Le pacte ferroviaire figurera sans doute parmi les textes les plus importants du quinquennat. Qu'on le soutienne ou qu'on le combatte, il laissera des traces et l'on s'en souviendra. Cela ne surprendra personne, le groupe Union centriste, au nom duquel je m'exprime aujourd'hui, fait partie de ces soutiens. Des soutiens qui, si l'on en juge par les résultats de la commission mixte paritaire, sont nombreux. Non seulement cette commission a été conclusive, ce dont nous nous réjouissons, mais encore l'a-t-elle été à une très large majorité, 12 voix sur 14. Un consensus pourrait-il enfin se dégager sur cette réforme si clivante ? Force est de constater, à l'issue de l'examen parlementaire de la réforme, que le débat n'a pas été confisqué par le gouvernement. Nous avions pourtant au départ de bonnes raisons de le craindre. La décision de l'exécutif de sortir la question ferroviaire de la loi cadre sur les mobilités et de la traiter par voie d'ordonnance, alors même que le Sénat, sous la houlette de nos collègues Hervé Maurey et Louis Nègre, avait déjà beaucoup travaillé sur le sujet, n'était pas du meilleur augure. Mais nous avons été entendus. Le texte a été débattu, travaillé, il a cheminé. Chacun a pu exprimer sa sensibilité et ses convictions. Le débat parlementaire a bien eu lieu. Nous vous en remercions une nouvelle fois, Madame la Ministre. Le champ des ordonnances s'est finalement restreint aux questions les plus techniques, ce qui est leur raison d'être. Le législateur a pu jouer son rôle en précisant les grandes lignes de l'ouverture à la concurrence, du statut des salariés et de l'aménagement du territoire. Le Sénat, en particulier, a pesé de tout son poids dans la discussion. L'historique de cette réforme prouve donc, une fois de plus, s'il en est besoin, l'utilité fondamentale pour la démocratie de la Chambre haute et de ses apports. Je n'ai pas d'observation particulière à faire sur les 3 points qui restaient à trancher en commission mixte paritaire. Nous sommes favorables aux derniers aménagements intervenus en matière de gouvernance des 3 sociétés. Nous nous réjouissons que les pouvoirs de l'ARAFER sur la tarification du contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau aient été préservés. Enfin, sur la question du nombre de salariés à transférer en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public, qui avait suscité de vifs débats en commission et en séance, il ne nous semblait pas très rationnel que cette tâche importante incombe seule à l'opérateur historique. Quand on perd un marché, on n'impose pas ces conditions aux nouvel entrant. C'est pourquoi le modus vivendi, en vertu duquel le nombre de salariés à transférer en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public sera déterminé d'un commun accord par l'autorité organisatrice et l'opérateur sortant, eh bien, cela nous convient beaucoup mieux. Et ce, d'autant plus que la démarche est par nature tout à fait centriste. Mais là ne réside pas pour autant pour nous le principal succès de la CMP. Son succès, celui de ses acteurs, c'est d'avoir su conserver tous les apports du Sénat sur ce texte. Et ils ne sont pas des moindres. Inscription de la lutte contre le réchauffement climatique dans les objectifs de la SNCF, garantie de l'unité sociale en créant un même socle de droits au sein de l'ensemble du groupe, extension de 6 à 8 ans du délai durant lequel les salariés transférés aux nouveaux opérateurs pourront demander à réintégrer le statut en cas de réembauche au sein du groupe SNCF, ce sont des mesures qui devraient contribuer à éteindre l'incendie social et rassurer les plus inquiets. Mais parce que le temps législatif n'est pas toujours celui de l'acceptation sociale, nous sommes bien conscients, Madame la Ministre, qu'il vous faudra encore faire preuve de beaucoup de pédagogie. Une fois les écritures couchées sur le papier, il faut encore évangéliser. Le Sénat a aussi apporté sa pierre sur des sujets plus techniques et pratiques de la plus grande importance. Le transfert des matériels roulants et des ateliers de maintenance, la vente des billets, le maintien d'un haut niveau de sécurité et de sûreté.
J'ai gardé pour la fin le volet qui me tient le plus à cœur et qui retient toute l'attention des représentants des territoires que nous sommes. C'est naturellement celui de la desserte des zones rurales et de l'avenir de ce qu'on appelle les petites lignes, au-delà même des incertitudes qui pèsent aussi sur certaines lignes TGV. Je vous avoue avoir participé à nos discussions sans perdre de vue le risque qu'une telle réforme pouvait représenter pour la vitalité de nos territoires. Ouvrir à la concurrence, oui, mais pas à n'importe quel prix ni n'importe quelle condition. Il faut savoir que, quand une zone rurale perd son train et sans solution alternative, elle sombre dans l'enclavement. Et l'enclavement, chacun en a bien conscience dans cet hémicycle, a des conséquences lourdes, rapides et irréversibles. Les offres de mobilité peuvent et doivent être diverses et complémentaires, nous le savons. Mais dans un contexte où l'avenir des lignes secondaires est incertain, l'entretien des routes problématique, les déplacements en voiture toujours plus lents et plus chers, les investissements verrouillés par des logiques comptables, les ruraux doutent désormais de tout. Comment croire que des usagers moins nombreux auront droit à la même offre ou en tout cas à une offre adaptée et suffisante ? Ces préoccupations ont été prises en compte dans le texte de la réforme. Le Sénat a fermement réaffirmé le rôle de l'État pour préserver les dessertes d'aménagement du territoire. Ce dernier pourra conclure des contrats de service public destinés à préserver les dessertes directes sans correspondance, même pour les lignes à grande vitesse. Il s'agit de garantir que l'ouverture à la concurrence dite en open access ne conduise pas à l'abandon pur et simple des dessertes moins rentables. De plus, les régions pourront contractualiser directement avec l'État et les opérateurs pour préserver les petites lignes. Enfin, le système de tarification est aussi conçu pour assurer une forme de péréquation entre les lignes les plus exploitées et celles qui le seront moins. Ces garde-fous étaient indispensables, ils sont désormais en place. Seront-ils suffisants? Ce n'est pas certain. C'est pourquoi, à titre personnel, je me suis abstenue sur le texte en première lecture. Le groupe Union centriste, quant à lui, a fait le pari pascalien de le croire. Mes croyances ne riment pas avec blanc-seing. Nous ne continuerons de croire que ce que nous verrons. Maintenant que le temps législatif s'achève, s'annonce celui de la mise en œuvre de la réforme dans nos territoires. Si nous sommes favorables à l'ouverture à la concurrence, et si nous en attendons beaucoup, pour autant, nous serons extrêmement vigilants à ce que la présente réforme ne se traduise pas, in fine, par un nouveau coup porté à la ruralité. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Jacquin pour le groupe socialiste et républicain. Toi, tu vas porter chance. Hein. Je mets un petit coup de flotte. Je subis des pressions, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, chers collègues, nous avons dit la semaine dernière la satisfaction que nous avions de nos travaux parlementaires et du rôle du Sénat en particulier, mais aussi nos déceptions quant à ce projet de réforme et avons voté contre. Aussi aujourd'hui, vous vous demandez avec impatience quelle sera notre position après cette CMP conclusive. Précisément, c'est le rôle de la présente séance d'évaluer le travail de la CMP conclusive. Effectivement, un amendement du rapporteur, et nous avions le même, a permis d'élargir le périmètre social dans lequel s'exerce la conservation des garanties des salariés de SNCF Mobilité. C'était une petite avancée. Mais tout n'est pas aussi rose, chers collègues, et je veux vous dire aussi que notre Haute Assemblée a perdu dans cette CMP conclusive, mais surtout expéditive. En près d'une heure, la messe était dite, introduction, conclusion comprise, et une cinquantaine d'amendements balayés. Nos rapporteurs avaient bien préparé la séance, ont été très efficaces. L'amendement de notre collègue Fabienne Keller, voté à l'unanimité, a été conservé. Il garantissait une desserte grande vitesse lorsque des engagements avaient été pris lors de la construction des lignes. Mais le sous-amendement Brisson, voté presque unanimement, a sauté. Il visait à garantir les dessertes des gares devant être desservies par le prolongement de lignes nouvelles et dont la réalisation a été reportée. Au nom de quel équilibre des négociations, notre rapporteur a accepté cet accord sur le dos de nos territoires fragiles. Et celui-ci de nos collègues Huré et Sido, visant en cas de suppression d'un service, de disposer d'une information de qualité
incluant une étude de la possibilité d'une reprise éventuelle de l'exploitation ferroviaire. Oui, je viens d'évoquer nos si chères petites lignes et l'aménagement du territoire. Dans un autre domaine, pourquoi a-t-on perdu cet acquis de notre collègue Malhuret? Il aurait garanti une information régulière et de qualité au Parlement, lui permettant d'évaluer les grandes orientations de la stratégie nationale dans le domaine ferroviaire. Pourquoi veut-on nous priver d'une telle information? Enfin, recul de l'avis conforme de l'ARAFER sur le volet tarification, vous y étiez attaché. J'en resterai là de cette si rapide CMP. Le débat ferroviaire aurait mérité d'être vraiment prolongé, car il avait été fructueux dans l'hémicycle. Mais c'est pour cela, ne nous vantons pas trop fortement d'une CMP conclusive, alors que nous nous battons en même temps pour plus de démocratie parlementaire, pour un rôle fort du Sénat, comme le fait si bien notre président et notre vice-présidente. Ne nous vantons pas trop, car nous acceptons des ordonnances, il en demeure, et beaucoup reste à écrire sur cette réforme. Aussi, au-delà de ce qui va être désormais dans le champ législatif, nous prenons date pour la publication du texte des ordonnances et serons très vigilants sur leur contenu. Car je me répète, nous n'avons pas d'étude d'impact, ni d'avis du Conseil d'État et avons légiféré au doigt mouillé. Voici nos 3 points de vigilance. Premier rendez-vous dans 6 mois pour les articles 2, 3 et 4, car ainsi, nous en saurons plus sur l'aménagement du territoire, les petites lignes. Quand sera-t-il réellement de l'équilibre économique des dessertes, des TGV dits déficitaires et de l'évolution des péages? Car c'est par une baisse des péages globale que vous comptez relancer la machine ferroviaire. Et pour rester dans le domaine de l'aménagement du territoire, nous serons vigilants aussi sur la question des petites lignes, sujet qui a été habilement différé par le Premier ministre, alors qu'il y a de quoi être véritablement inquiet. Rappelons-nous l'approche choquante et malthusienne du rapport Spinetta qui proposait d'accélérer encore la poursuite de l'attrition du réseau. C'est un ciseau, ça. Nous sommes inquiets également des capacités financières futures de nos régions relativement à cette question. Deuxième rendez-vous dans 12 mois pour l'article 1 qui porte sur la nouvelle organisation de l'entreprise transformée en société anonyme. Madame la ministre, vous n'avez pas su nous convaincre sur la plus-value réelle de la société anonyme plutôt que l'EPIC qui permettait d'affronter l'ouverture à la concurrence. Pour le financement de cette industrie très capitalistique, ce statut est défavorable. L'incessibilité des capitaux est garantie, tant qu'une nouvelle loi, bien sûr, ne revienne dessus, nous l'avons dit. Mais déjà, qu'en sera-t-il de l'incessibilité des capitaux des filiales de la SNCF comme Gares et Connexions ou de Fret SNCF? Tiens, Fret SNCF, vous nous avez annoncé en cours de débat la filialisation sans qu'elle ne soit débattue. Avez-vous des présaccords avec nos amis chinois et leur incroyable projet des routes de la soie? Je vous invite, chers collègues, à lire le rapport de nos collègues Jourda, Alizard, Courcial et Guérini sur cette question. À sa lecture, vous comprendrez pourquoi depuis le début de nos débats, nous plaidons pour le fret, car c'est le même réseau qui le porte et qui peut l'amortir. Il ne peut y avoir de nouveau pacte ferroviaire sans traiter de cette question. Depuis l'annonce par le Premier ministre de la transformation en SA, nous avons une claire suspicion de volonté de privatisation tôt ou tard. Lisez simplement les échos d'hier et les intentions du ministre de l'économie sur son projet de vente d'autres monopoles, justifiant que l'État n'a pas vocation à diriger des entreprises concurrentielles. Nous demeurons inquiets et pour le moins perplexes. Madame la ministre, j'ai par contre été convaincu sur la nécessité d'une plus grande unité du système ferroviaire. Le rail doit parler au train, effectivement. Il s'agit de sécurité, bien sûr, mais aussi de limiter les interfaces trop nombreuses. Mais sur ce point, vous avez ici reculé devant des approches libérales visant surtout à mieux garantir une rapide ouverture à la concurrence au risque d'inquiéter la mécanique complexe du ferroviaire. Nous serons particulièrement vigilants sur la façon dont vous articulerez cette volonté de séparation stricte entre mobilité et réseau, dorénavant chacune filiale de la même holding, mais ne pouvant dialoguer efficacement. Vous avez annoncé une reprise ultérieure de la dette, très bien.
Merci au gouvernement précédent de vous avoir permis de le faire en passant le déficit de 5,2% en 2012 à moins de 3% en 2017. Mais vous imposez des efforts colossaux de productivité à SNCF Réseau, dont acte, avec une règle d'or intensifiée qui risque d'attenter au développement du réseau sans que nous n'ayons de visibilité sur l'impact de cette décision. Mais Madame la Ministre, évoquant cet article 1, je vais vous rendre hommage. Il me semble que votre vision à éviter une libéralisation trop sauvage à l'anglaise et à éviter de dynamiter l'opérateur historique, ce que certains ici ou là portaient. Il n'y a pas de mais dans cet hommage, Madame la Ministre. Troisième point de vigilance. Rendez-vous également dans 6 mois pour l'article 5 bis pour les conditions de négociation de la convention collective et le transfert des personnels. Alors là, il y a des mais. Nous y voilà. La fin du mythique statut, la tête des cheminots. Mais quelle méthode, quel gâchis! Pourquoi avoir ainsi brutalisé les cheminots et déclenché l'une des plus grandes grèves de la SNCF? Et elle n'est pas finie. Mais que de temps perdu, Madame la Ministre. Vous le savez, nous sommes favorables à l'ouverture maîtrisée à la concurrence et avons engagé d'importantes réformes en 2014 ainsi que voté le 4e paquet ferroviaire en 2016. Les négociations de la nouvelle convention collective du ferroviaire avaient été lancées en 2014. Pourquoi ne pas avoir pris le relais de ces discussions dès votre arrivée aux responsabilités, tant vous connaissiez bien le dossier? Je m'interroge sur la gestion de cet aspect des choses, surcoût estimé du statut, plus ou moins 10 millions d'euros par an, coût direct de la grève pour SNCF, 400 millions d'euros. J'ai bien parlé du coût direct. Je rappelle que le chiffre d'affaires de SNCF dépasse les 31 milliards d'euros. J'ai rappelé à plusieurs reprises que le nombre de personnels sujets à transfert d'ici 5 ans serait seulement de quelques centaines, moins de 1000 en tout cas. C'est cela qui bloque la négociation, car il s'agit de définir pour les 130 000 cheminots leurs futures conditions de travail. On comprend leur anxiété pour ceux qui souhaitent la comprendre. Nous aurions pu limiter encore par le débat le champ de cette 5e ordonnance relative au transfert de personnel et au flou persistant. Nous portons depuis le début une logique de mieux-disant social qui aurait permis un dialogue construit entre les opérateurs et les salariés, parce que le ferroviaire est non délocalisable et nous n'avons pas besoin du dumping social. Nous comptons beaucoup sur la réunion tripartite de demain, réunissant heureusement les représentants salariaux et patronaux du secteur ferroviaire en votre présence. Vous avez les moyens de faire cesser la grève, vous les avez encore. Ce projet de loi n'est donc en rien la révolution ferroviaire annoncée. À ce jour, pas de visibilité financière sur le nouveau modèle industriel et pérenne de relance du ferroviaire. Deuxième point, rien n'est dit sur le fret. Troisième point, c'est une réforme du XXe siècle, car elle n'ambitionne pas de relever la question de la mutation écologique en conformité avec notre engagement européen et mondial dans le plan climat, utilisant le potentiel de massification du rail, utilisant son rendement énergétique exceptionnel, utilisant également la révolution numérique pour le moderniser plus encore. Dernier point, c'est une réforme à l'envers, nous l'avons déjà dit, la loi sur les mobilités aurait dû venir bien avant et bien des débats ont été tronqués là-dessus. Je conclus, vous avez porté 2 réformes, l'une centrée sur le ferroviaire et sur lequel je viens de réitérer mes critiques et interrogations, et l'autre, c'est une réforme prochaine du social avec cette suppression brutale du statut des cheminots. Il y a confusion entre les genres. Ce nouveau pacte ferroviaire est aussi le nouveau pacte Les Républicains en marche sur le dos des cheminots. Madame la ministre, chers collègues, nous voterons contre ce projet de loi et vous donnons rendez-vous sur les prochaines étapes. Nous ne gouvernons pas la France comme l'on dirige une start-up. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Alain Fouché pour les Indépendants. Il n'est pas là, Monsieur Fouché, je ne le vois pas. Ah, pardon. Je le voyais toujours là.
Attendez, mes lunettes. Un petit peu plus haut, là, encore. Un petit peu plus bas. Top. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier le Président de la Commission, Monsieur Moret, et le rapporteur, Monsieur Cornu, pour leur excellent travail, mais on est habitué, dans la conclusion des travaux de la Commission mixte paritaire et leur défense des apports du Sénat sur ce texte. Le projet de loi que nous étudions aujourd'hui est décisif pour l'avenir de ce pays par deux aspects. D'abord, il trace la route de l'avenir ferroviaire français en programmant l'ouverture à la concurrence et en fixant ses modalités pratiques. Ensuite, il donne les armes à la SNCF pour qu'elle puisse demeurer un champion national dans ce marché ouvert aux compagnies étrangères. Le texte issu de la commission mixte paritaire est le fruit de 3 négociations avec nos collègues de l'Assemblée nationale. Premièrement, il propose que le nombre de salariés à transférer en cas de changement d'attributaire d'un contrat soit déterminé d'un commun accord. C'est une mesure qui satisfera les nouveaux entrants sur le marché, mais il faudra être attentif et que l'ARAFER prenne toute la mesure de son rôle de garant de ces accords pour que les employés du rail ne soient jamais lésés. Deuxièmement, il supprime l'avis conforme de l'ARAFER sur le volet tarification du contrat de performance. Là encore, si le Sénat a montré son ouverture d'esprit, il faut que les garde-fous prévus par le texte puissent être utilisés. Troisièmement et dernièrement, il maintient le régime d'incompatibilité des fonctions entre SNCF Réseau et les pics de tête SNCF. Le gouvernement souhaitait revenir sur cette mesure, Madame la Ministre, et un compromis a été trouvé en limitant ce régime d'incompatibilité aux mandataires sociaux. Cette solution nous fait rester au milieu du gué et s'il faut s'en satisfaire dans l'immédiat, pour avancer, elle demandera à ce que des discussions soient rapidement relancées pour travailler sur cette problématique, mais je sais que vous êtes d'accord sur ce point. En ce qui concerne la lutte contre le changement climatique qui a été évoquée par Madame Assassi et Madame Sollogoub, je voudrais saluer le fait que notre amendement des indépendants sur la lutte contre le changement climatique ait été conservé dans cette version finale du texte. Il avait été voté à l'unanimité en séance. Inscrit à l'article 1er, il fixe un cap clair à cette loi et dit une chose simple. La transformation des transports ne peut se faire qu'en accord avec une politique globale de développement durable et de préservation de l'environnement. C'est clair et c'est essentiel. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le groupe des Indépendants votera en faveur de ce texte et veut croire qu'il marquera, à l'instar, il y a des années, de la pose du dernier boulon d'or, le début d'une nouvelle aventure ferroviaire. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est désormais au dernier orateur inscrit sur ce débat. Ah non, l'avant-dernier, pardon. Monsieur Éric Gold, pour le groupe RDSE. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Au moment d'aborder et de clore la dernière étape de nos débats sur la réforme du système ferroviaire, permettez-moi de revenir quelques instants sur leur genèse. Adopté par le Parlement européen en décembre 2016, le 4e paquet ferroviaire prévoit l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs en Europe. Je tenais à le mentionner à nouveau car
si nous en sommes tous conscients sur les bancs de cette Assemblée, beaucoup de nos concitoyens l'ignorent encore. Ce projet de loi vise en premier lieu à donner un cadre légal à l'ouverture à la concurrence des systèmes ferroviaires européens. Les inquiétudes ont donc pu être légitimes. Il est question de libéraliser un service public, de transformer une entreprise nationale et de modifier les conditions de recrutement et de travail de ses agents. Les Français sont attachés à la SNCF et aux services rendus chaque jour par les quelques 150 000 cheminots. Ils ont raison. Profondément européen, le groupe RDSE s'est toujours montré, dans sa grande majorité, favorable à cette ouverture à la concurrence, aujourd'hui inéluctable, et souhaitée par la plupart de nos concitoyens. Les conséquences en sont pour l'heure inconnues. C'est pourquoi nous devons rester vigilants. Mais les défaillances du système actuel appellent à une refonte à profondeur du rail français, pour préserver son attractivité face aux autres modes de transport. Il s'agit d'un enjeu crucial, à la fois en termes d'aménagement du territoire et de respect de l'environnement. Je ne reviendrai pas en détail sur les enjeux de ce projet de loi, nous avons eu de nombreuses occasions d'en débattre. Si j'aurais souhaité davantage de garanties s'agissant des petites lignes qui maillent notre territoire, il appartiendra néanmoins aux autorités organisatrices, avec les moyens dont elles pourront disposer, de rassurer usagers et élus sur ce point. Concernant l'avenir du groupe SNCF, le travail parlementaire a pu, je crois, répondre à un certain nombre d'inquiétudes. En particulier en inscrivant dans la loi le caractère incessible du capital de la nouvelle société nationale SNCF, une précision qui aura le mérite de mettre fin à certaines rumeurs de privatisation imminente. S'agissant de la question du transfert des salariés de la SNCF vers un nouvel opérateur en cas de changement de l'attributaire du contrat de service public, le Sénat avait apporté des garanties sociales en concertation avec les syndicats. Ces garanties ont été maintenues en commission mixte paritaire et nous nous en réjouissons. Pour les salariés consacrant moins de 50% de leur temps de travail à un marché perdu et qui refuseraient d'être transférés à un nouvel opérateur, la SNCF se verra dans l'obligation de leur proposer un reclassement dans la région ou, à défaut, sur le territoire national. J'aurais souhaité des garanties géographiques plus fermes pour éviter une situation déstabilisante pour le salarié et sa famille. Je note néanmoins avec satisfaction la volonté du gouvernement et du Parlement de favoriser le plus possible le volontariat pour les cas de transfert. D'autres points ont fait l'objet d'une modification en commission mixte paritaire. Le nombre de salariés à transférer sera déterminé d'un accord commun par l'autorité organisatrice et l'opérateur sortant, avec saisine possible de l'ARAFER en cas de différend. Ce compromis semble convenir au plus grand nombre. Concernant le régime d'incompatibilité des fonctions de dirigeant de la SNCF Réseau et de la holding SNCF, ainsi que la tarification du réseau, un consensus a également pu être trouvé avec les députés. Le groupe RDSE approuve le travail réalisé en bonne intelligence par les rapporteurs et les présidents de commission, qui préservent notamment le rôle joué par l'ARAFER et les autorités organisatrices. La commission mixte paritaire a conservé en grande majorité les dispositions du texte issu des travaux du Sénat, qui a pu, cette fois, prendre toute sa place dans le travail législatif. Héritant d'un texte non abouti, mêlant habilitation à légiférer par ordonnance et dispositions modifiant directement le droit en vigueur, les sénateurs ont fait le choix de la transparence en assurant les salariés, les collectivités et les usagers de garanties fermes sur de nombreux plans. Le gouvernement, de son côté, s'est montré inflexible sur les grands principes de cette réforme, mais a su apporter certaines clarifications, voire certaines avancées au gré de ces concertations et du travail parlementaire. L'annonce de la reprise partielle de la dette et le retour à des investissements massifs dans la maintenance me semblent être des pas importants pour l'avenir du ferroviaire. C'est là-dessus que doivent désormais se concentrer nos efforts. Le groupe RDSE, satisfait d'avoir pu enrichir le projet de loi de certains de ses amendements, votera en grande majorité en faveur du texte. Il restera néanmoins vigilant quant au contenu des décrets à venir et au rôle joué par l'État dans les négociations de branche qui s'annoncent. Les rencontres tripartites qui débutent seront l'occasion pour le gouvernement
d'agir en faveur d'un socle commun de droits pour tous les salariés du nouveau système ferroviaire français. C'est en tout cas le souhait du groupe RDSE. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est donc maintenant au dernier orateur de la discussion générale, Monsieur Philippe Pemezec, pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Madame le Ministre, mes chers collègues, nous approchons du terme de nos débats sur un texte qui doit être le socle d'un nouveau pacte ferroviaire, le départ d'une réforme du groupe SNCF à l'aube de l'ouverture du secteur du transport de voyageurs à la concurrence. Nous sommes extrêmement satisfaits que l'Assemblée nationale et le Sénat soient parvenus à un accord en commission mixte paritaire. Et permettez-moi de vous dire ma satisfaction en tant que sénateur, membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, membre suppléant de cette commission mixte paritaire, mais également petit-fils de cheminot. N'en déplaise à Madame Duflot, on peut être en effet descendant de cheminots, cégétiste de surcroît, et considérer qu'à un moment, il faut savoir terminer une grève, comme disait quelqu'un dont je préfère oublier le nom. Pour revenir, c'était Maurice Thorez. Pour revenir à cet accord, je tiens à souligner qu'il reprend les positions défendues par le Sénat pour, premier point, donner des garanties au personnel transféré de la SNCF vers d'autres entreprises pour qu'ils puissent les intégrer dans les meilleures conditions. Deuxième point, préserver un réseau qui irrigue l'ensemble de notre territoire, notamment les villes moyennes en desserte TGV. Et troisième point, assurer une ouverture à la concurrence équilibrée entre l'opérateur historique et les potentiels nouveaux entrants. Sur ce point, le Sénat a fait entendre sa voix et a repoussé les tentatives gouvernementales qui auraient été un frein à une réelle mise en concurrence. Nous avons fait l'exercice, Madame le Ministre, grandeur nature, Monsieur le Président, que le Parlement est capable, sans contrainte, sans empêcher le gouvernement d'agir, de voter dans le temps nécessaire une réforme importante pour une entreprise nationale, ses personnels et l'ensemble de nos concitoyens. Contrairement aux ordonnances, la voie parlementaire est un gage de débat démocratique et donc de solidité pour l'avenir. Les sénateurs ont siégé en séance 26 heures, l'Assemblée nationale presque 25. Globalement, près de 600 amendements ont été déposés à l'Assemblée nationale, 441 au Sénat. 82 ont été adoptés à l'Assemblée et 145 au Sénat. En 3 mois, en permettant que chacun s'exprime, la loi a été votée et, reconnaissez-le, Madame le Ministre, les apports du Sénat à ce texte ont été essentiels. Le Sénat n'est pas aussi inutile que certains de vos amis se plaisent à le dire et à l'écrire. Cette loi, en tout cas, donne au gouvernement les moyens d'agir pour, premièrement, ouvrir à la concurrence les services nationaux de transport de voyageurs dans le respect des directives européennes et, deuxièmement, adapter le groupe public SNCF à une nouvelle donne. Avec ce texte, le Parlement donne au gouvernement une base juridique, financière et comptable nouvelle qui doit permettre à la SNCF de s'adapter à l'ouverture du secteur, de montrer toutes ses capacités d'adaptation et de relever son potentiel de productivité qui lui permettra de rester une entreprise compétitive. Conscient des enjeux et misant sur la réussite de l'entreprise et de ses personnels, nous avons d'ailleurs adopté le calendrier le plus souple possible, celui qui devrait permettre au groupe SNCF de relever ce défi. C'est une première étape, mes chers collègues, car il reste au gouvernement à résoudre plusieurs questions qui sont déterminantes pour l'avenir du groupe SNCF et la garantie d'une véritable ouverture à la concurrence. Comment le gouvernement entend-il traiter dans les mois prochains plusieurs questions tout aussi importantes que la loi que nous allons voter dans quelques instants? Premièrement, le gouvernement s'est engagé à ce que l'État reprenne 35 milliards d'euros de la dette de la SNCF. Même si, d'un point de vue comptable, le gouvernement finira sans doute par obtenir que cette reprise de dette ne soit pas comptabilisée dans le calcul du déficit public de la France, il n'en reste pas moins que le contribuable français devra payer
ainsi que les régions, selon toute vraisemblance. C'est pourquoi nous aimerions avoir des précisions sur les conditions de reprise de dette en 2 étapes et son alignement sur la productivité de l'entreprise. Deuxièmement, le changement de statut et la transformation de SNCF Mobilité en société anonyme que nous allons adopter ne doit pas nous tromper. Cette transformation restera accessoire si elle ne s'accompagne pas d'une réforme de structure et de management pour combler le déficit annuel d'exploitation, puisque la SNCF ne pourra plus ni bénéficier de la garantie implicite de l'État, ni de sa notation en matière de dette. Il s'agit d'un vrai défi pour l'entreprise, être compétitive et se développer en réduisant son déficit d'exploitation qui était de 2,5 milliards d'euros par an ces dernières années. Troisièmement, l'avenir des personnels et l'adaptation de leur statut, très spécifique, doit trouver un point d'équilibre qui ne soit pas un moyen d'handicaper les potentiels entrants. Il doit en être ainsi des prochaines négociations collectives de la branche ferroviaire et de la réforme du régime de retraite que le gouvernement promet d'intégrer dans la prochaine réforme globale de notre système de retraite. Sur ces 2 sujets, les enjeux sont réels et le point d'aboutissement déterminera des règles équitables ou non pour l'ouverture à la concurrence. Enfin, en tant qu'élu francilien, je ne peux m'empêcher d'évoquer la question du service minimum, notamment sur le réseau d'Île-de-France. Dommage que le texte n'évoque pas cette question. Les utilisateurs des transports au quotidien y auraient été sensibles. Ce texte, loin d'être un aboutissement, n'est donc qu'un point de départ pour la SNCF et l'avenir du ferroviaire dans notre pays. En conclusion, mes chers collègues, le groupe Les Républicains votera les décisions de la commission mixte paritaire sur le texte pour un nouveau pacte ferroviaire. Et je terminerai en saluant le remarquable travail de notre rapporteur, Gérard Cornu, et son implication pour enrichir ce texte sensible qui, je crois, nous satisfait dans la grande majorité. Je voudrais également saluer l'investissement de notre président de commission, M. Moret. La discussion générale est close et je donne la parole à M. Moret qui a demandé de pouvoir faire une explication de vote. Ça paraît assez légitime. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, quelques mots effectivement, puisque dans quelques instants, nous allons voter ce texte qui est extrêmement important. Et je voudrais évidemment remercier et féliciter toutes celles et tous ceux grâce auxquels on a pu arriver à ce texte et dans quelques instants à ce vote. En premier lieu, le rapporteur, ça a été dit, mais je tiens à mon tour à saluer son travail et son implication remarquable. Je suis peut-être un des mieux placés pour le faire puisque j'ai pu le constater au quotidien. J'en profite aussi pour féliciter les administrateurs qui ont travaillé avec lui et qui ont aussi fait un travail tout à fait remarquable. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on applaudisse les administrateurs parce qu'ils ne sont pas souvent mis à l'honneur et ils le méritent. Remercier la ministre qui, ça a été dit, mais il faut le redire, a fait preuve de beaucoup d'esprit d'ouverture et de dialogue, et ça n'est pas si fréquent parmi les membres du gouvernement, donc ça mérite d'être d'autant plus souligné. Je voudrais aussi... elle peut aussi être applaudie, c'est sûr. Je voudrais aussi souligner le soutien très fort et l'implication très forte que l'on a eue de la part du président du Sénat, qui s'est beaucoup impliqué, notamment sur le volet social, et ça a été pour nous extrêmement précieux. Et puis aussi souligner et féliciter le gouvernement et le président de la République qui ont tenu bon face à la rue, face aux syndicats. Et je crois que ça mérite aussi d'être souligné. On a pu voir effectivement la capacité du président de la République et du gouvernement de mener à bien cette réforme qui est nécessaire pour le pays. Les choses avaient pas bien démarré, j'ai eu l'occasion de le rappeler, donc je ne vais pas le refaire à nouveau. Et pourtant, on y est arrivé. On y est arrivé dans de bonnes conditions. Et je crois que si on a bien travaillé, c'est en raison d'un certain nombre d'éléments que je voudrais rappeler pour qu'on puisse éventuellement les garder à l'esprit pour l'avenir. D'abord, cette volonté de co-construire. Je l'ai dit, je le redis, on a pu travailler utilement et de manière constructive avec la ministre. La concertation qu'a menée Gérard Cornu avec les syndicats, je crois que ça a été aussi quelque chose de très utile pour arriver aujourd'hui à un volet social qui est très satisfaisant et qui justifie pleinement que les salariés reprennent le travail. On a eu des apports très importants sur lesquels je ne reviens pas, mais ça a été essentiel et je crois que la concertation menée a permis d'y arriver.
Les travaux préparatoires qui ont été faits au Sénat, je crois que la proposition de loi que nous avions examinée quelques mois avant a permis de faire un travail de préparation, d'avoir un avis du Conseil d'État, d'autant plus utile que sur le dispositif du gouvernement, il n'y avait pas d'avis du Conseil d'État et ça a été, je crois, très utile. Et puis l'esprit pluraliste qui anime le Sénat et qui n'est peut-être pas présent dans toutes les assemblées parlementaires. Je rappelle que le rapporteur a donné des avis favorables à des amendements issus de tous les groupes de cette assemblée et qu'on a pu ici même en séance améliorer le dispositif social avec un vote à l'unanimité de l'ensemble des groupes et je crois que ça méritait d'être souligné. Donc au final, nous avons enrichi le texte. Le texte a été, comme l'a souligné la ministre, le texte du Sénat, un point d'équilibre. Et c'est sans doute pour cela, d'ailleurs, que la CMP a très peu modifié le texte du Sénat, y compris sur des points qui n'étaient pas ceux souhaités initialement par le gouvernement. Mais l'important, c'est d'arriver à ce texte qui, je crois, respecte pleinement 3 objectifs que nous étions fixés. Le premier objectif, c'est bien sûr l'aménagement du territoire. Et je suis très heureux qu'on ait pu remettre les contrats de service public que Louis Nègre et moi avions voulu voir mis en œuvre. J'en profite pour rappeler à la ministre que nous attendons, et elle s'est engagée, le schéma national de service des transports, puisque c'est lui qui doit définir les dessertes à maintenir. Donc on a une attente très forte, Madame la ministre, que ce schéma arrive et surtout qu'il soit dans la ligne de ce que nous espérons. Le deuxième point sur lequel nous avons été très vigilants, ce sont les conditions de l'ouverture à la concurrence. Et c'est pour ça que nous avons eu certains désaccords par rapport à un régulateur que nous voulons fort, par rapport à l'indépendance de SNCF Réseau, dont nous ne voulions pas que le président puisse siéger au sein de la holding, et puis également sur la nécessité que l'opérateur historique transmette à l'autorité organisatrice de transport toutes les informations nécessaires. On a d'autant plus insisté là-dessus que malheureusement l'expérience nous a montré que c'était indispensable. Et puis dernier élément sur lequel nous avons évidemment été très vigilants avec Gérard Cornu, c'est la question des garanties pour les personnels transférés. Alors pour terminer et pour conclure ce petit propos, je voudrais bien sûr rappeler que le Sénat a eu une attitude, je pense, tout à fait constructive. On aurait pu être dans la politisation, on aurait pu être dans le détricotage, on aurait pu être dans la surenchère. On a fait le choix d'être dans la responsabilité, on a fait le choix de faire en sorte que ce texte il soit élaboré dans de bonnes conditions. Je crois, Madame la Ministre, que vous avez pu mesurer l'importance d'un dialogue bicaméral équilibré. J'espère que cette pratique inspirera vos collègues. J'espère que cette manière de travailler avec le gouvernement, avec l'Assemblée nationale et avec le Sénat pourra faire jurisprudence, notamment, mais pas seulement, pour le texte mobilité que nous espérons voir le plus rapidement possible. J'ai bien noté, vous l'avez rappelé, votre engagement d'associer les rapporteurs sur l'élaboration des ordonnances et c'est un point sur lequel j'avais attiré votre attention pendant les débats qui nous paraît extrêmement important. Voilà ce que je voulais dire. Je crois, comme l'a dit le rapporteur, que maintenant toutes les conditions sont réunies pour que cette grève qui n'a que trop duré pour les Françaises et les Français, pour l'économie française et pour la société historique cesse. Je crois que nous avons un texte qui justifie pleinement que les salariés de la SNCF reprennent le plus rapidement possible le travail. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a d'autres explications de vote? Je n'en vois pas et donc conforme. Ah pardon, excusez-moi, monsieur le ministre. Et merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Oh, je serai rapide, mais je dirais dans un respect pour rester conforme à mes convictions, tout en saluant tout le travail qui a été fait par les rapporteurs, la Commission, et tous les collègues. Mais là-dessus, je resterai particulièrement prudent en la matière. C'est pourquoi je voterai contre les dispositions de ce texte, puisque, je dirais, on a assisté depuis de nombreuses années à des fermetures de lignes, depuis des années. Et là-dessus, je reste particulièrement sceptique, réservé. Les moyens humains diminuent de plus en plus. Prenons le cas dans le fonctionnement des gares, dans le fonctionnement des trains, suppression des contrôleurs sur certaines lignes TER. Donc, autant on défend la sécurité des usagers, et là-dessus, je
réellement dans le sens de la défense des usagers et du service public, je vais aussi de l'autre côté sur la défense du monde cheminot, ça a été rappelé, mais en ce qui concerne, je dirais, les efforts d'investissement qui restent à faire, il y a encore beaucoup à faire sur l'état du réseau. Malheureusement, de nombreux kilomètres ont été fermés, tant voyageurs que pour le fret, ça a été aussi rappelé par un certain nombre de collègues. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'on défend nos territoires et dans le cadre du développement durable, le rail est quand même un moyen de transport très sûr qu'il faut vraiment conforter. Mais il y a réellement trop d'incertitudes et sur le devenir des petites lignes, il y a quand même beaucoup de menaces et je reste particulièrement sceptique, très réservé en la matière, d'où, et même si les régions se sont investies et continuent à s'investir, et les régions elles sont financées essentiellement aussi par l'État, sur le budget de l'État, des collectivités territoriales, mais pour la défense des usagers et du monde cheminot, je voterai contre le texte. Merci, chers collègues. Conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission paritaire. Je rappelle que ce même alinéa de l'article 42 précise que le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte. Et j'ai par ailleurs été saisie d'une demande de scrutin public à la fois par le groupe La République En Marche et le groupe CRCE. Et donc, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Voilà pour cette discussion générale, mais aussi bien les explications de vote, notamment celle d'Hervé Maurey, le président de la commission de l'aménagement du territoire, sénateur UC, qui a notamment remercié le rapporteur Gérard Cornu, mais aussi les administrateurs et enfin la ministre, dont il a salué l'attitude de co-construction et ce dialogue bicaméral équilibré, dont il espère qu'il fera jurisprudence. Notez que le sénateur Marc Laménie, les Républicains, a lui dit qu'il voterait contre le texte. Alors, vous le voyez, les sénateurs sont donc en train de voter. Chaque sénateur représentant son groupe va venir mettre le vote du groupe dans l'urne qui a été placée. Ils sont en train de voter sur la réforme ferroviaire. Cela après l'accord en commission mixte paritaire lundi, le vote très large hier à l'Assemblée nationale. Cela alors que la réforme de la SNCF a déclenché un conflit social inédit depuis 30 ans avec cette grève perlée qui dure depuis le début du mois d'avril. Notez d'ailleurs que l'intersyndicale hier a appelé à poursuivre le mouvement et vous avez tout à l'heure pu entendre le rapporteur, les Républicains, Gérard Cornu, qui a lui appelé solennellement les grévistes à cesser le mouvement. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, qui a demandé aux opposants à la réforme d'arrêter d'agiter des épouvantails, notamment le spectre de la privatisation. À l'instant, vous avez également pu entendre le sénateur Les Républicains, Philippe Pemezec, qui a lui aussi appelé à la fin de la grève et qui a rappelé que lui est un petit-fils de cheminot. Sinon, voici les principaux points de la réforme. L'ouverture à la concurrence, la transformation de la SNCF en société anonyme ou encore la fin du statut des cheminots pour les nouveaux embauchés. Cela à partir du 1er janvier 2020. C'était là les points essentiel de la réforme qui avait été annoncée par Édouard Philippe il y a déjà plusieurs mois, auquel le gouvernement tenait tout particulièrement. Mais notez aussi que le Sénat a apporté des changements à ce texte, largement issus des concertations avec les syndicats réformistes. Notez d'ailleurs que Gérard Larcher a lui joué un rôle assez important dans toutes ces négociations avec les syndicats, notamment les syndicats réformistes que sont la CFDT et l'UNSA. Notez l'inscription dans le texte de l'incessibilité de la SNCF pour faire taire le doute sur une possible privatisation, le sac à dos social avec des garanties apportées aux cheminots qui devront quitter la SNCF pour un opérateur privé. Enfin, des améliorations pour assurer l'aménagement du territoire et des garanties pour la sûreté des voyageurs. Alors vous le voyez, le scrutin est à
présent en train d'être dépouillé. On attend la proclamation des résultats d'une minute à l'autre. C'est la présidente de la séance, Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris, qui va s'exprimer d'un instant à l'autre. Si le résultat du scrutin 124 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs ou groupes politiques et notifiées à la présidence, il y a 343 votants, 327 exprimés, pour l'adoption 245, contre 82. Le Sénat a donc adopté les conclusions de la commission mixte paritaire et le pacte ferroviaire. Madame la ministre. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, vous venez donc d'adopter à une très large majorité le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Et moi, je voudrais remercier l'ensemble des sénateurs qui ont ainsi apporté leur soutien à la réforme. C'est une réforme indispensable puisqu'elle vise à rénover en profondeur notre système ferroviaire pour apporter un meilleur service aux Français et qu'elle vise aussi à renforcer la SNCF par un engagement sans précédent en termes d'investissement. Moi, je voudrais dire ma fierté à l'issue d'un débat parfois tonique, un débat de fond qui a permis d'aborder tous les sujets de manière précise. Et je voudrais à nouveau saluer le travail en confiance de co-construction que nous avons réalisé. Je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons construit ensemble. En tout cas, je veux à nouveau vous en remercier et vous donner rendez-vous pour la loi d'orientation des mobilités. Je vous remercie. Merci Madame la ministre. On attend la nouvelle ministre. Elle n'est pas là. Voilà, mais on n'est pas non plus à 2 secondes près. Oui, bien sûr. Non. Votre collègue, Madame la ministre, prenez votre temps, il n'y a pas de souci. Voilà pour ce vote définitif par le Parlement de cette réforme ferroviaire, une adoption très large donc par le Sénat avec 343 votants, 327 suffrages exprimés, 245 pour, 82 votants contre. Le groupe CRCE et le groupe socialiste notamment ont voté contre. Ils l'avaient annoncé lors de la discussion générale. C'est la fin d'un chemin parlementaire complexe. Le texte qui a été essentiellement constitué d'ordonnances de 8 articles s'est donc transformé, notamment lors de son passage au Sénat, pour devenir de véritables dispositions législatives. Notez que pour l'instant, l'intersyndicale continue d'appeler à la grève, même si la CFDT cheminot fait un geste pour le bac. Vous avez également pu entendre les remerciements de la ministre Elisabeth Borne qui s'est exprimée pour dire sa fierté. C'est déjà ce qu'elle avait dit lors de l'examen du texte la première fois au Sénat. Elle a jugé qu'il y avait ici une réforme en profondeur de la SNCF. Elle a salué le travail de co-construction avec les sénateurs. Vous pouvez bien sûr voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Notez que bien sûr, nous continuerons à parler de l'adoption définitive de la réforme ferroviaire dans Sénat 360 cet après-midi à 15h avec Delphine Girard. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.